Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous sur ce plateau, Thierry Galvin, directeur des finances publiques. Bonsoir. Bonsoir. Également Madame Anne Elghazi, directrice du pôle fiscal. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de déclaration d'impôt. La période est ouverte. Nous verrons en fin de ce journal tout ce qu'il faut savoir concernant la déclaration d'impôt. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 20 avril. Ils l'avaient promis et ils l'ont fait. Des citoyens soutenant le directeur de la CIM dans le conflit qui l'oppose à Vincent Liétard se sont rendus rue Saharangué ce midi. Une mobilisation coup de poing qui n'a pas occasionné de débordement. Reportage dans ce journal. Après le caillassage d'un de leurs collègues vendredi à Doujani, les policiers municipaux de Mamoudzou se sont réunis ce matin. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils songent même à exercer leur droit de retrait cette semaine. Version en ligne ou version papier, les dates limites de déclaration des impôts sur le revenu approchent. La direction des finances publiques a convoqué la presse ce matin pour en parler. Tous les détails à la fin de cette édition. Pour commencer cette édition, cet accident grave sur la route La Rocade de Mtsapéré. En fin de matinée, 2 véhicules sont rentrés en collision. Le bilan des victimes est lourd pour un accident de la route. 13 blessés, dont 3 graves. Ils sont tous dû être évacués aux urgences du CHM. Un important dispositif de secours a dû être déployé. Malheureusement, cela n'a pas empêché un homme de dérober le sac de l'une des victimes. Reportage Camille Leca, Abbas Alidi et Leslie Vimné. En observant l'état de ces 2 véhicules, on mesure l'ampleur du choc. Sur les coups de 11h30, la conductrice d'une voiture particulière, roulant en direction de Mamoudzou Centre, perd le contrôle de son véhicule et heurte de face un taxi. Juste après l'accident, le chauffeur, légèrement blessé, nous a raconté la scène. Marangwala hule madza angia haruma place yangu wamtusujwa bwenule tongo ya hijira mba tongo tini alionayo au tongo tini bedo kulera naona ni kushia ta kavasi moyenlera na frene madza angia ja enreme. La conductrice, elle, est gravement blessée et perd connaissance. Selon les témoins, un couple passant par là au moment de la collision a réussi à l'extirper de sa voiture. Quelques minutes plus tard, après l'intervention des pompiers, elle se réveille et se rend compte que son sac a disparu. Mais dans la foule, impossible de repérer le responsable. Selon la victime, 4 000 € en espèces se trouvaient à l'intérieur. Globalement, le bilan de cet accident de la circulation est lourd. 13 personnes sont blessées, dont 3 grièvement. 5 ambulances de sapeurs-pompiers et 2 du SMUR sont intervenues pour leur porter secours. Toutes les victimes ont été transportées au centre hospitalier de Mamoudzou. Les policiers municipaux choqués et traumatisés se sont réunis ce matin. Un de leurs collègues a été victime ce vendredi soir d'un jet de pierre. Face à de telles violences à leur égard, certains étaient réticents à reprendre le travail aujourd'hui. Les précisions de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Ce matin, les grilles de l'annexe de la police municipale de Mamoudzou sont closes. Les agents réunis à l'intérieur du poste de police municipale ont arrêté de travailler ce matin. En cause, le caillassage d'un de leurs collègues vendredi soir à Doujani alors qu'il rentrait d'une intervention à Tsunzu. L'homme a été attaqué par une bande de jeunes alors qu'il était dans son véhicule de fonction. Selon son témoignage, il avait reçu un coup à la tête et se serait évanoui avant d'être conduit au CHM. L'agent accuse une interruption temporaire de travail de 2 jours. Pour l'adjoint chargé de la sécurité, cet incident vient s'ajouter aux autres nombreux problèmes auxquels la police municipale est aujourd'hui confrontée. La police municipale de Mamoudzou est confrontée à une montée des actes de délinquance, à une montée en fait de leur charge de travail, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de la population de Mamoudzou, mais je pense qu'il est temps, qu'il est nécessaire qu'on puisse, la municipalité puisse réfléchir ensemble sur cette question et apporter des solutions à la fois à la population, mais également aux agents, aux fonctionnaires de la police municipale.
Un quotidien d'insécurité grandissante qui est partagé par les habitants du chef-lieu. Cette dernière histoire inquiète particulièrement la population. Que ce soit la police nationale ou la gendarmerie ou municipale, qu'importe les forces de l'ordre, on doit un respect envers les forces de l'ordre. C'est tout, ils sont là pour mettre de l'ordre, informer les gens, ne pas faire ci, ne pas faire ça et appliquer quoi. J'espère que les jeunes appliqueront ce genre de trucs-là. Et qu'on reste au respect de ce genre de personnes parce qu'ils sont quand même des êtres humains, quoi. Ça reste des êtres humains, ils ont des familles comme nous et moi je trouve qu'ils font du bon boulot, quoi. Nsrongwamba police municipale katojwa la wabanu ça fait bandailiwa mba katojwa la wabanu ya farudi police nationale amsaidie taikiamba ashinde afanye hazini. Et les violences envers les dépositaires de l'autorité publique sont une réalité. Selon le bilan de la sécurité présenté par la préfecture, ces actes ont augmenté de 70,83% en 2014, soit 71 faits contre 24 l'année précédente. Les policiers municipaux de Mamoudzou ont repris leur service à la mi-journée. Ils espèrent maintenant entamer des négociations avec les élus de la ville autour de leurs conditions de travail. Et ce matin, les agents ont parlé de droit de retrait, mais il faut savoir que même s'ils sont fonctionnaires territoriaux, le recours au droit de retrait pour les policiers municipaux est quasi impossible, sauf certains cas exceptionnels en rapportant des preuves réelles sur la menace directe sur la vie et sur la santé. La maison habitée par Vincent Liétard n'a pas fini de faire parler d'elle. Pour rappel, celle-ci devait être démolie la semaine dernière, mais suite à une décision ministérielle prise in extremis pour classer le monument historique, tout a dû être stoppé, chose que n'a guère apprécié le directeur de la CIM, Mahmoud Aziari, qui au lendemain des faits était convoqué au commissariat de police. Du côté de la population, les réactions ne se sont pas faites attendre. Je vous propose de regarder qui dit monument historique dit forcément possibilité de visite. Rendez-vous était donc pris ce midi, rue Sarah-Hengué. Reportage Abbas Alidi et Leslie Vimné. L'affaire a fait grand bruit la semaine dernière et pour y faire suite, une trentaine de visiteurs se sont donné rendez-vous ce midi devant la bâtisse. Tous ont répondu à la notification lancée vendredi dernier sur les réseaux sociaux, invitant la population à venir visiter les lieux. Pourtant, une fois sur place, ni visite guidée, ni pancarte d'information sur les horaires d'ouverture, mais juste un portail clos, bien gardé par des agents de sécurité. Entre déception et colère, du côté des visiteurs, le ton est vite monté. Aujourd'hui, nous sommes là pour visiter la maison de Sarah-Hengué qui a été classée monument historique. Mais apparemment, il y a eu quelqu'un qui a mandaté des agents de sécurité on n'a pas le droit de visiter. Et donc nous, on demande juste c'est qui cette personne qui se cache derrière. Parce que comme on sait, et on le voit, on nous dit ici que c'est la justice qui a bloqué, on nous dit, mais on ne voit rien d'affiché. Parce que nous, on est venu juste visiter un monument historique et puis on s'en va. On n'est pas là pour la violence, rien du tout. L'appel a donc bien été entendu, mais pour ceux qui ont fait le déplacement, cela va bien au-delà d'un simple classement en monument historique. Cette affaire vient surtout attiser le feu dans un contexte où les Mahorais s'interrogent de plus en plus sur leur avenir et leur devenir. Je suis venu voir le monument historique de la préfecture. Parce que je pense que même ma mère aussi a une maison qui devrait être un monument historique. Ce n'est pas seulement ma mère, l'ensemble des mères mahoraises. Donc nous avons des maisons semblables à celle-là qui devraient être des monuments historiques. Ok? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? On sait qu'on est en Afrique du Sud. La France commence à faire toujours ses bêtises. Dans un pays, entre parenthèses, indépendant. Un goût amer, voire d'injustice, voilà ce qui restera aux visiteurs pour ce rendez-vous manqué. Du côté de la préfecture, il est indiqué que le dossier de classement de la maison avait été ouvert en juillet 2014 et que la CIM en avait été informée. Ce que dément aujourd'hui Mahmoud Aziari. Vivant en Hexagone et impliqués dans des affaires graves, 3 hommes originaires de Mayotte ont été pointés du doigt par les médias nationaux. Un Mahorais a ainsi été mis en cause dans l'assassinat d'une octogénaire dans le Lot-et-Garonne. Un autre a été interpellé pour exhibitionnisme mais aussi pour un vol avec violence du côté de Rennes. Enfin, un 3e homme, dont la presse précise qu'il est également originaire de Mayotte, a été interpellé pour avoir mis le feu à 5 voitures. Des affaires qui pourraient bien déteindre sur la communauté mahoraise dans son ensemble. Les précisions de Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Mayotte n'a pas vraiment bonne presse ces derniers temps sur le territoire national. Et pour cause, ces 3 affaires impliquant des Mahorais dans l'Hexagone, 3 affaires dont personne ne remet en cause la gravité, mais qui donnent matière à réfléchir sur la manière dont elles ont été relatées par les médias nationaux. En effet, pour ces 3 affaires en question, l'accent est mis plus que d'ordinaire sur l'origine des malfaiteurs, tous 3 d'originaire mahoraise. Ce matin, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin s'est inquiété du phénomène de stigmatisation que cela pouvait entraîner sur la population mahoraise. On lit rarement dans les tabloïds métropolitains qu'un Normand a créé un carambolage du côté du Var ou de l'Isère, ou un Breton du côté de l'Alsace, ou un Alsacien du côté de Pau. On ne cite pas les origines dès lors que les personnes sont françaises. Par contre, quand c'est un Mahorais, on dit d'origine mahoraise, originaire de l'île de Mayotte. Ouais. Alors ça veut dire quoi ? Soit qu'on ne nous considère pas comme des Français, soit qu'on ne veut pas nous considérer comme des Français, soit qu'on a envie de stigmatiser les Mahorais français. Alors il faudrait savoir, à un moment ou à un autre, il y a une déontologie des journalistes qu'il va falloir respecter, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et l'image de Mayotte et de la population mahoraise est écornée. Je rappelle que quand il y a 3 faits divers qui sont en effet d'importance, certes, surtout un avec un meurtre et un dépeçage très glauque. Mais voilà, combien de meurtres sont commis par des Alsaciens, par des Normands, par des Isérois, par des Varois, par des Palois, sans qu'on le dise. Une insistance sur une origine mahoraise qui peut être révélatrice. Les Mahorais sont-ils à ce point des étrangers pour les médias nationaux, ou sont-ils dans leur ensemble considérés comme de la mauvaise graine ? Chacun ira sûrement de son petit commentaire. En tout cas, à des milliers de kilomètres des lieux des crimes et délits, la nouvelle a fait grand bruit ici à Mayotte. Certains s'inquiètent déjà des conséquences que cela peut engendrer sur l'avenir du 101e département. On est inquiet. Parce que nous, maintenant, on est déjà mélangés. Il y a des métropolitains, il y a des Réunionnais, il y a des Malgaches, il y a des Africains en Mayotte. Mais si on entend que les jeunes Mahorais qui sont censés être en métropole pour les études font ce genre d'actes, c'est grave. C'est grave et c'est dangereux pour la communauté mahoraise qui se trouve en métropole, justement. On s'inquiète. Aujourd'hui, je vois que les jeunes qui font des dégâts, il n'y a pas trop de procédure par derrière, tu vois. Mais au lieu de régler compte entre eux, il faudrait que l'État y rentre un peu, quoi, tu vois, sinon on ne va pas avancer. Sur la délinquance, c'est quelque chose que j'ai vécu en métropole dans les cités. C'est pas nouveau pour moi sur Mayotte. Sur les jeunes Mahorais, c'est pas, je veux dire, s'ils sont comme ça sur métropole, c'est surtout parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes là-bas. Ils ne sont pas plus entourés comme à Mayotte qu'on a toute la famille. Reste à espérer que ces affaires ne seront que des cas isolés. Toujours est-il que cela ne vient pas raviver les couleurs de l'île au Lagon, qui, on le sait, est bien trop souvent ternie par l'insécurité qui y sévit. Vendredi dernier, Emmanuel Valls a révélé son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, un plan qui intervient quelques semaines après les attentats des 7 et 8 janvier dernier. Le mot d'ordre est la fermeté contre tous ceux qui viendraient de quelque manière que ce soit troubler la paix entre les communautés qui composent la République. Comment cela est-il accueilli à Mayotte? Élément de réponse dans ce reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimné. Il y a des mots qui blessent et qui tuent. Les insultes, les gestes, les actes, cette violence, cette insécurité du quotidien qui s'abattent sur nombre de nos concitoyens. Une enveloppe de 100 millions d'euros sur 3 ans, un plan décliné en 40 mesures. Il n'en fallait pas moins pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. Et parmi les mesures proposées, la répression des discours de haine qui passerait ainsi du droit de la presse au droit pénal, le racisme et l'antisémitisme devenant une circonstance aggravante pour tous les crimes et délits. Également dans la ligne de mire du gouvernement, les actes et propos de haine proférés sur la toile. Autre phénomène pointé du doigt, l'islamophobie qui depuis les attentats de janvier enregistre une nette augmentation de 126 actes et menaces anti-musulmans en 2014 contre 37 en 2013 avec une forte communauté musulmane. Comment la nouvelle est-elle accueillie à Mayotte? Zishinde zitilienziani ataka kula mtu yani kula mwanadamu astehi
Le Premier ministre, il veut que ça se réalise ici, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Puisque le problème, c'est que, en fait, chacun dit que ma religion, c'est plus valeureux que les autres. Lui, c'est pas bon pour lui, là. C'est pas le grand problème actuellement. Si on arrive à trouver des solutions par rapport à ça, bon, c'est bon. Ce sera vraiment la paix ici en France, en fait. Du côté de la population, les avis semblent donc plutôt favorables, car pour beaucoup, ce qui compte véritablement, c'est le respect qu'ont les uns envers les autres. Du côté des religieux, on ne remet pas non plus en cause le plan, mais l'on s'interroge tout de même sur la manière de faire. L'État ne peut qu'être tout simplement un arbitre qui surveille ou qui donne les orientations et les cadres qui permettent à chacun de vivre sa croyance avec une certaine liberté, mais en cohérence et en cohésion avec les règles qui fondent la République. Tout simplement, la dernière fois quand les cadis sont allés au ministère de l'Intérieur et qu'ils ont tenu, qu'on appelle déjà donc une réunion interministérielle dans laquelle nous avons défini effectivement donc ce que doit être les règles, n'est-ce pas, de pratique de la religion musulmane en France. Si le sujet est plus que préoccupant en France hexagonale, à Mayotte, la problématique du racisme et de l'antisémitisme ne provoque pas plus de remous que l'on aurait pu imaginer. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 20 avril et c'est présenté par Camille Leca. Seymour Morsi, préfet de Mayotte, et Souabaadine Ibrahim Ramadani, président du conseil départemental, rencontreront les représentants de la Commission européenne de Bruxelles ce vendredi. La réunion aura lieu lors du comité régional unique de suivi, le CRUS, qui se tiendra de 8h30 à 13h au sein de l'hémicycle Bamana du conseil départemental de Mamoudzou. Le CRUS, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, sera ainsi l'occasion de présenter à la Commission européenne, aux élus, aux services de l'État ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du développement économique de Mayotte, les programmes européens 2014-2020 et l'état d'avancement de leur mise en œuvre. Troisième jour de grève pour les agents de l'APAGE, l'association pour les adultes et jeunes handicapés. Le mouvement, commencé jeudi dernier et soutenu par la CGTMA, ne faiblit pas. Ce matin, certains parents des enfants pris en charge par la structure se sont même ralliés à leur mobilisation. Sur les 13 agents de la structure, basés à Passamenti, 7 sont grévistes aujourd'hui. Le reste du personnel est mobilisé pour assurer l'accueil. Pour rappel, ils réclament que des négociations soient ouvertes avec leur direction concernant leurs conditions de travail. Malgré de nombreux échanges de courriers avec leurs supérieurs hiérarchiques, aucune réponse n'a encore été apportée. Le mouvement devrait continuer dès demain. Ce lundi, c'est une semaine chargée en événements sociaux qui démarre. Mercredi 22 avril, 2 mouvements de grève sont prévus. Avec du côté de Mamoudzou, la grève intersyndicale des 3 fonctions publiques, hospitalières, État et territoriales. Les rues du chef-lieu devraient être paralysées une bonne partie de la journée. Au même moment, à Longoni, ce sont les salariés de la Smart, chargés de la manutention du port, qui entameront leur mouvement de grève. Pour rappel, ils sont en conflit contre Mayotte Channel Gateway concernant l'ouverture à tous des nouveaux postes de grutiers. Ils craignent ainsi de perdre leur exclusivité sur l'activité de manutention. Leur mouvement devrait fortement ralentir l'activité portuaire pendant toute la journée. Enfin, le lendemain matin, jeudi 23, c'est la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui sera en visite sur le territoire, essentiellement dans le sud de l'île. Son programme n'a pas encore été officialisé par la préfecture de Mayotte, mais elle devrait se rendre dans une école de la commune de Chirongui, ainsi que rencontrer la délégation locale de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Et enfin, ce passage obligé et parfois redouté des contribuables, le paiement de l'impôt sur le revenu. Et la date limite des déclarations approche, l'occasion pour les finances publiques de rappeler à la population toutes les démarches à suivre. Et pour cette deuxième année de la fiscalité de droit commun, l'administration fiscale mise beaucoup sur les déclarations en ligne, plus simples, plus efficaces et aussi plus fiables. Explication avec Camille Leca et Leslie Vimné.
À quoi faut-il s'attendre pour les impôts sur le revenu version 2015 ? Les nouvelles sont plutôt bonnes. En 2015 comme en 2014, le crédit d'impôt de 40% spécial d'hommes est maintenu et les foyers les plus modestes devraient bien s'en sortir, comme l'explique Anne Elghazi, directrice du pôle fiscal. Le grand message, c'est deux grands messages. La baisse de l'impôt qui a été initiée en 2014 et qui est confirmée pour 2015 avec la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu, donc suppression de la tranche à 5,5 qui devrait permettre un allègement fiscal pour les revenus modestes et moyens. Et le deuxième grand message, c'est pour Mayotte cette année, on peut déclarer en ligne. Déclarer en ligne, voilà le mot d'ordre cette année. Pour ce faire, il suffit de se connecter au site impôt.gouv.fr. Muni de votre numéro fiscal et de votre mot de passe, vous n'aurez qu'à déclarer vos revenus de l'année 2014, vérifier votre état civil et adresse postale, puis valider en un clic. Les plus, vous bénéficierez d'un délai supplémentaire. Vous aurez jusqu'au 9 juin, alors que la date limite est fixée au 19 mai pour la version papier. En cas d'erreur, vous pourrez aussi modifier votre télédéclaration jusqu'au 17 juillet inclus. Traçabilité et aspect pratique, la télédéclaration n'a que des avantages selon l'administration fiscale. Sur son compte, on trouvera sa déclaration qu'on a déposée en ligne et tous les avis d'imposition. Ça veut dire que si on déclare en ligne, on aura son avis d'imposition beaucoup plus tôt et on n'aura pas besoin de se déplacer au service des impôts pour obtenir son avis d'imposition. On peut aussi voir ses paiements, sa déclaration, les démarches en ligne qu'on a pu faire. Enfin, on trouve toutes les démarches fiscales, on les trouvera dans ce compte-là. Et même si le taux d'équipement augmente chez les foyers mahorais, les finances publiques ont pensé aux contribuables ne disposant pas d'ordinateur et ou d'accès Internet. Les services fiscaux mettent à disposition des ordinateurs et des agents pour les aider à remplir le formulaire en ligne. Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi, de 7h30 à midi et le vendredi de 7h30 à 11h. Des réunions d'information sont aussi prévues aux 4 coins de l'île à partir du week-end prochain. Alors, je vous le disais au début de ce journal, avec nous Thierry Galvin, directeur des finances publiques, ainsi que Anne Elghazi, directrice du pôle fiscal. On l'a vu dans le reportage, cette année, il y aura beaucoup de choses nouvelles en matière de déclaration fiscale, notamment la déclaration en ligne. Alors effectivement, c'est la nouveauté pour Mayotte. Les Mahorais peuvent désormais déclarer en ligne. Alors comment ? Tout simplement, ils vont recevoir, ou ils ont déjà reçu leur déclaration d'impôt sur le revenu. Cette déclaration comporte 2 identifiants, le numéro fiscal et le numéro de télédéclarant. On a besoin de ces 2 identifiants et d'un troisième, le revenu fiscal de référence qu'on trouve sur l'avis d'imposition de l'année dernière. Avec ces 3 identifiants, on va sur le site www.impôt.gouv.fr et on suit les consignes que donne le site et on arrive sur sa déclaration. Alors elle est pré-identifiée, elle est toute prête et on la sert des éléments à déclarer, évidemment des revenus, des salaires, des revenus de capitaux mobiliers. On suit le déroulement de la déclaration, on la valide et quand on l'a validée, le petit plus cette année, c'est qu'on a le calcul de l'impôt qui se fait automatiquement. Donc quand on a achevé sa saisie, on sait on connaît le montant de son impôt. Ça permet de se préparer pour le paiement après. Pardon ? Ça permet de se préparer par la Complètement. suite. Ça permet de se préparer pour le paiement et aussi de pouvoir, on peut aussi du coup modifier sa mensualisation. Si on a choisi un paiement mensualisé, on peut dans la foulée, dans la même opération, on peut modifier ses mensualisations. D'accord. On a également vu parler de baisse d'une tranche de l'impôt. Pourquoi ? C'est une mesure qui permet d'améliorer la situation d'une partie de la population. Ces dispositifs ont été mis en place dès 2014 et ce dispositif se poursuit cette année en 2015 avec une réduction d'impôt pour les personnes de conditions modestes ou les revenus moyens aussi. C'est donc une politique du gouvernement qui permet de faire baisser la pression fiscale cette année. Alors, est-ce que cela viendrait en réponse en partie à la polémique qu'il y a eu l'année dernière concernant les taxes foncières et d'habitation ? Il ne faut pas confondre l'impôt sur le revenu et les taxes foncières. Voilà. Alors l'impôt sur le revenu, c'est un impôt d'État qui va dans la caisse commune de l'État français. Donc le département de Mayotte contribue comme l'ensemble des départements français. Les impôts fonciers, c'est différent. Ce sont des impôts qui sont destinés aux collectivités locales, pour l'essentiel aux communes et une partie aux départements. Donc c'est un peu différent et il ne faut pas confondre l'impôt sur le revenu, impôt d'État, et les impôts locaux qui sont une autre
une autre sorte de fiscalité. C'était une façon pour moi de rebondir justement sur cette polémique. L'année dernière, on a vu beaucoup de Mahorais se plaindre du niveau de l'impôt. Est-ce que cette année, ils doivent s'attendre à la même chose? Alors, la taxe foncière est établie sur la base de la valeur locative des locaux. C'est-à-dire, la valeur locative, ça veut dire le montant de l'impôt, le montant du loyer que l'on peut obtenir de cette résidence. Cette évaluation est effectuée par les finances publiques sur la base des impôts, des loyers habituellement pratiqués dans la commune. Et donc, c'est ce qui permet de calculer la valeur locative du bien, du terrain ou de la maison. Et ce montant est ensuite sert de base et il est multiplié par le taux qui est fixé par la collectivité locale et c'est ce qui permet d'obtenir l'impôt. Donc à la fois une contribution de l'État, des services qui évaluent les biens et aussi une décision politique des élus qui fixe le montant des impôts locaux. Alors on parle de contribuables, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur Mayotte? À combien se porte le nombre de contribuables? L'année dernière, on avait 65 000 foyers fiscaux en 2013. En 2014, on a franchi les 70 000 foyers fiscaux. Alors cette année, on a vu télédéclaration. Pour ceux qui continuent à déclarer sur papier, on avait vu beaucoup de dysfonctionnements à un moment donné pour l'année dernière. Est-ce que ça a été réglé? Est-ce que tout le monde a pu justement être remis en état Alors l'an dernier, il y a eu une petite difficulté dans l'acheminement des courriers qui ne se reproduira pas, nous l'espérons, cette année, puisque les déclarations sont déjà arrivées dans les foyers, elles sont en cours de distribution par la poste. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté, contrairement à ce qui s'est passé l'année précédente. Alors, autre question pour terminer. Donc, les ménages mahorais aujourd'hui, est-ce que vous voyez qu'ils répondent à l'impôt? Est-ce qu'ils payent tous leur impôt correctement ou alors c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs? Je ne dirais pas que les Mahorais ne sont pas de bons contribuables. Je dirais que les Mahorais remplissent leurs obligations déclaratives et fiscales, comme tous les citoyens français, avec beaucoup de sérénité et de compréhension pour la contribution à la dépense publique, puisque l'impôt, c'est ce qui permet ensuite de dépenser, ça permet à l'État de dépenser et aux communes d'investir pour l'ensemble des citoyens. Alors, la différence majeure entre le régime de droit commun et celui qu'il y avait auparavant? Alors, la différence majeure, c'est que l'impôt sur le revenu est désormais perçu par l'État. Précédemment, il était perçu par le département. Donc, le régime fiscal a changé, mais chacun perçoit le montant d'impôt qui correspond à l'activité qu'il exerce sur Mayotte. C'est-à-dire l'État apporte les services publics, les collectivités locales apportent le soutien aux citoyens de chacune des communes. Merci beaucoup pour toutes vos précisions. Alors c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous présentera la météo, suivra les invités du temps de parole. Il s'agit de Vincent Liétard et de Beladji Kordji. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Mian. Bonne suite de programme à vous sur KTV.